On commence avec l'Angola. Le président élu João Manuel Goncalves Lourenço prêtera serment aujourd'hui au cours d'une cérémonie à Luanda, la capitale donc de ce pays. Il succède à José Eduardo dos Santos qui a été au pouvoir pendant 38 ans. Des leaders régionaux et mondiaux devraient prendre part à cette cérémonie. Parmi eux, le président sud-africain Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain donc, Hage Geingob de Namibie et le vice-président cubain Miguel Diaz-Canel qui conduira une délégation sur place. Le mouvement populaire de libération de l'Angola, le MPLA, a remporté les élections générales du 23 août dernier. Il a obtenu 150 sièges au Parlement. L'UNITA en a obtenu 51 et les 16 autres sièges sont revenus à la coalition de partis. L'Angola a un système électoral tout à fait particulier. Le candidat du parti qui obtient la majorité des voix au Parlement devient automatiquement le président. João Lourenço, âgé de 63 ans, a promis d'être l'homme du miracle économique en Angola. Un projet ambitieux dans le contexte actuel que connaît le pays. L'Angola, deuxième producteur africain de pétrole, dont il tire 70% des recettes fiscales et l'essentiel de ses devises, souffre encore de l'importante baisse des cours de l'or noir, au point où la balance commerciale est devenue déficitaire depuis 2014. Le nouveau président élu, qui veut s'attaquer à la corruption, hérite par ailleurs d'un pays où son prédécesseur est accusé d'avoir pillé les ressources pour enrichir sa famille et son entourage. Avec nous ce matin pour explorer dans le détail les enjeux du mandat du nouveau leader angolais, Didier Peclar, spécialiste de l'Afrique subsaharienne et professeur à l'Université de Genève. Didier Peclar, bonjour. Alors, João Lourenço, le nouveau président angolais, prend ses fonctions ce mardi. Quels sont, selon vous, les défis qui l'attendent ? Alors, je dirais que les principaux défis sont peut-être de trois ordres. Le premier défi, c'est clairement la question de la résolution de la crise économique ou de la sortie de la crise économique qui touche l'Angola depuis maintenant un peu plus de 2 ans ou de 3 ans. L'Angola est donc un gros producteur, un important producteur de pétrole, mais son économie est pratiquement entièrement dépendante du pétrole et cette économie a été très affectée par la chute des cours du brut depuis quelques années. Je crois que la seule sortie possible de cette crise sera justement une diversification économique qui a été annoncée, promise depuis très longtemps, mais qui n'a tout simplement pas eu lieu. Et le président sortant, José Eduardo dos Santos, n'a fait que de perpétuer, voire augmenter, si vous voulez, la dépendance du pays vis-à-vis du pétrole. Donc ça, c'est un défi important. Le deuxième défi, c'est probablement pour João Lourenço de faire sa place à l'intérieur du régime. C'est-à-dire qu'il est effectivement le dauphin désigné par José Eduardo dos Santos, mais en même temps, il reprend le pouvoir à l'intérieur d'un système qui est encore très dépendant de son prédécesseur, de José Eduardo dos Santos, qui reste à la tête du parti. Et finalement, c'est un point très important dans un pays où le parti au pouvoir joue un rôle aussi central. Et comme vous le savez aussi, José Eduardo dos Santos a placé des personnes très proches de lui, de son entourage familial ou de son entourage politique direct à des postes importants. Donc, il faudra aussi que João Lourenço fasse sa place à l'intérieur de ce système qui est encore véritablement le système José Eduardo dos Santos. Il faudra aussi qu'il résiste aux volontés d'un certain nombre de personnes à l'intérieur même du MPLA de probablement profiter de la succession pour gravir des échelons qu'il ne pouvait pas gravir avant cela. Et enfin, troisième défi qui est important aussi, c'est qu'il prend les rênes d'un pays qui est profondément divisé. Les élections ont été contestées, notamment la façon dont les résultats des élections ont été transmis et consolidés au niveau national a fait l'objet d'une plainte de la part des principaux partis d'opposition, plainte qui a été rejetée par le tribunal constitutionnel. Donc le pays sort de ces élections divisées, même si finalement les deux partis principaux d'opposition, Casas et l'UNITA, ont accepté de prendre leur place à l'Assemblée nationale. Alors, son prédécesseur, Eduardo dos Santos, est toujours membre du MPLA. Pensez-vous que le nouveau président aura les mains libres pour imposer sa nouvelle vision de l'Angola, dont il a tant parlé pendant la campagne, malgré justement la présence de son prédécesseur dans le parti ?
Alors, il n'est pas simplement membre du MPLA, bien sûr que ça, il le restera à vie. Membre du MPLA, il est le président du MPLA. José Eduardo Santos, il le reste. Et en tant que tel, il a évidemment un pouvoir très important, puisque c'est en fait João Lourenço n'est entre guillemets que le candidat du parti MPLA, et c'est en tant que candidat du parti MPLA, le premier de liste du parti MPLA, qu'il a été nommé président. Donc même si la fonction présidentielle en Angola, d'un point de vue constitutionnel, est dotée de pouvoirs très importants, le fait que José Eduardo Santos reste à la tête du parti est un élément important. Voilà. C'est trop tôt pour dire si João Lourenço ne fera qu'appliquer une politique qui viendrait d'ailleurs ou si il cherchera à prendre une certaine indépendance, petit à petit à placer ses propres hommes à la tête de différents secteurs importants de la politique angolaise, mais disons qu'il part dans un système du Santos, si vous voulez, qui est plutôt bien bétonné, si vous me passez. Alors, Monsieur Peclar, l'Angola a longtemps été considérée comme une terre d'opportunités, mais la crise causée par la baisse des prix du pétrole a plombé l'économie du pays. Que doit faire, selon vous, le nouveau président pour permettre de remettre le pays sur la bonne voie ? Je crois qu'une des clés, c'est la diversification de l'économie, c'est-à-dire essayer de diminuer la part du pétrole dans l'économie angolaise, donc une part qui est à plus de 90% actuellement, faire en sorte qu'il puisse y avoir des investissements dans le pays, réduire aussi la part des importations, investir de façon plus importante dans l'agriculture, par exemple, et pas forcément par des énormes projets comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, qui sont souvent des espèces d'éléphants blancs ou de montagnes qui finissent par n'accoucher que d'une souris, mais plutôt dans ce qui est le point fort de l'agriculture dans un pays comme l'Angola, à savoir les petits producteurs qui, s'ils étaient soutenus, pourraient augmenter massivement la production nationale, réduire la dépendance du pays de l'extérieur et la part des importations dans le panier de la ménagère, si vous voulez, et puis ensuite, parallèlement à ça aussi, avoir une politique beaucoup plus ouverte en termes d'investissement et peut-être relâcher le contrôle qu'a le pouvoir politique sur les investissements économiques.